Depuis des années, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous les dirigeants politiques s'accordent pour dire que l'Union européenne ne fonctionne pas correctement. Tous les partis politiques, sans exception, se présentent aux élections avec comme promesse, au choix, la refondation de l'Europe, l'avènement d'une autre Europe, ou bien sûr, le fameux projet de changer d'Europe. Alors c'est ça qui vous explique, par exemple, le Parti socialiste en 1979 a fait la campagne pour les élections européennes avec le titre « Changer l'Europe, vivre au pays ». Et puis en 2009, 30 ans après, sa campagne c'était « changerl'europe.fr ». La seule différence qui s'était passée entre les deux, c'est l'invention d'Internet. Mais ça veut dire que le Parti socialiste a quand même eu le culot de faire le même slogan à 30 ans d'intervalle. Naturellement, d'ailleurs, on peut être à peu près certain que l'année prochaine, si tout va bien, on va nous promettre encore de changer l'Europe. Outre le fait que l'on nous resserre les mêmes slogans depuis plus de 30 ans, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette autre Europe n'arrive jamais? Pour réellement changer l'Union européenne, il faudrait changer les traités dans lesquels sont gravés des principes comme, par exemple, les délocalisations, article 63 du TFUE, l'obligation pour les États d'emprunter sur les marchés privés, article 123 du TFUE, ou encore l'orientation des politiques économiques par la Commission européenne, article 121 du TFUE. Comment changer les traités européens? L'article 48 du TUE stipule expressément que toute modification des traités doit être statuée à l'unanimité des 28 États membres. Les 28 gouvernements des 28 pays membres devraient donc tomber d'accord au même moment pour qu'un traité soit modifié. Quelles sont les chances d'avoir 28 gouvernements du même bord politique? Jouons un peu et calculons les chances que les 28 gouvernements des 28 États membres soient, au même moment, de la même couleur politique, droite ou gauche. Si nous ne prenons qu'un État, la probabilité qu'il y ait, à un moment donné, un gouvernement, par exemple de gauche, est de 50%. Si nous prenons deux États, la probabilité que les deux gouvernements soient au même moment de gauche n'est plus que de 25%. Si nous prenons 4 États, cette probabilité chute à 6,25%. Et si nous prenons les 28 États membres de l'Union européenne, la probabilité d'avoir au même moment 28 gouvernements de gauche n'est finalement plus que de 0,0000004%. Les chances d'avoir l'unanimité sur une vraie réorientation de la politique européenne sont donc équivalentes au mieux à un jour tous les 735 000 ans. À titre d'exemple, vous avez 13 fois plus de chances de trouver les 6 numéros gagnants du loto. Et encore, nous avons pris un cas extrêmement favorable, gauche-droite, qui ne tient pas compte des réelles divergences qui existent entre les différents partis européens du même bord politique. Mais imaginez alors les chances d'avoir 28 Jean-Luc Mélenchon ou 28 Marine Le Pen. Comment sortir de cette arnaque? Vous venez de voir pourquoi toutes les promesses d'autres Europes ne sont que des mensonges. La seule solution juridique pour sortir de cette arnaque européenne réside dans l'article 50 du TUE, qui permet à tout État membre de sortir sereinement de l'Union européenne. Tout changement des traités nécessitant l'unanimité des États membres, il est illusoire de croire que 28 gouvernements pourraient, au même moment, tomber d'accord sur une réelle réorientation de l'Union. Mais la France, ce n'est pas n'importe quel pays. L'argument qui est régulièrement opposé à cette démonstration est que la France n'est pas un simple pays parmi 28 et que, de par son poids économique, démographique ou encore militaire, elle aurait largement les moyens de faire pencher la balance de son côté. De plus, si la France venait à quitter l'Union européenne, cette dernière n'y survivrait probablement pas, donc les autres pays auraient tout intérêt à accepter cette réorientation. En d'autres termes, la France pourrait user de sa position dominante pour imposer aux autres États membres son chamboulement de modèle européen, par-dessus le marché, à coup de chantage à la sortie. C'est notamment un argument avancé par Jean-Luc Mélenchon, mais il n'est pas le seul. Ainsi, les personnes qui prétendent vouloir changer d'Europe parce que celle-ci ne respecterait pas les peuples ou serait dominée par l'Allemagne de Madame Merkel, proposent de faire exactement la même chose pour arriver à leur fin, imposer leur Europe au peuple des 28 États membres. Cela ressemble à la loi du plus fort. Mais notre modèle européen est universel. L'argument suivant consiste à dire que le changement d'Europe que l'on porte rencontre de façon évidente les aspirations de tous les peuples d'Europe sans exception. Alors prenons quelques exemples. Restreindre la libre circulation des capitaux et donc endiguer les délocalisations qui en découlent. Qui pourrait être contre? Eh bien probablement le Luxembourg, Malte ou Chypre.
dont les secteurs bancaires représentent une large part du PIB et qui vivent de ces transferts de capitaux. Et probablement aussi les pays de l'Est comme la Pologne, la Roumanie ou la République tchèque qui bénéficient de ces délocalisations intra-européennes. Une dévaluation de l'euro permettant de favoriser les exportations françaises, qui pourrait être contre? Probablement l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Finlande, qu'un euro fort favorise. Cela commence à faire beaucoup de noms, et ce ne sont que quelques exemples. Certaines réformes peuvent nous sembler pleines de bon sens d'un point de vue français, mais elles portent sur des sujets vitaux pour d'autres pays, car ils ont pu construire une large part de leur économie dessus. Vouloir user de sa position dominante pour contraindre ces pays à se tirer une balle dans le pied, ce n'est pas très humain d'abord, si? Alors que faire? Au lieu de s'obstiner à espérer une autre Europe qui n'a statistiquement aucune chance d'arriver. Au lieu de croire à un modèle unique européen qui ne pourra jamais convenir à 28 États aux cultures, aux économies et aux passés si différents. Au lieu de prétendre user d'une position dominante pour forcer les autres peuples à adopter notre modèle, tout en se prétendant démocrate et humaniste. Pourquoi ne pas se rendre à l'évidence que le moyen le plus certain et le plus respectueux des autres peuples de réellement changer l'avenir de la France et des Français est de quitter unilatéralement et sereinement l'Union européenne et l'euro, ceci nous plaçant, à nouveau, dans la situation de l'écrasante majorité des pays du monde. Une situation où nous détiendrons les manettes stratégiques de notre pays, et où les Français pourront mener la politique qu'ils auront décidée par eux-mêmes, sans qu'elle ne soit imposée par d'autres, et sans l'imposer à d'autres non plus. Et si notre nouveau modèle fonctionne, cela donnera probablement des idées aux autres, qui seront libres de nous imiter. Qui propose cela? Un seul mouvement politique propose depuis mars 2007 la sortie de l'Union européenne, de l'euro ainsi que de l'OTAN. Ce mouvement, c'est l'Union populaire républicaine, ou UPR. L'UPR est un mouvement de libération nationale qui rassemble temporairement les Français au-dessus des clivages gauche, centre, droite, pour rendre à la France son indépendance et au peuple français la souveraineté qui lui a été volée. Que nous, à l'UPR, on ne stigmatise jamais personne pour son appartenance à une religion. Nous, on n'est pas là à taper sur les cathos, sur les juifs, sur les musulmans, etc. On n'est pas là à stigmatiser des gens en fonction de leur orientation sexuelle. On n'est pas là à stigmatiser des gens en fonction de leur opinion politique. On est là simplement pour expliquer aux Français que si la situation en France va mal, c'est pour des raisons d'abord et avant tout géopolitiques, macroéconomiques et monétaires qui expliquent la situation. Que l'on sorte de l'Union européenne et de l'euro, que d'un seul coup, on voit réapparaître une fierté naturelle dans notre propre pays, que la France ne soit plus le larbin des États-Unis, ne crée plus des guerres illégales au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, que la France devienne le porte-parole de la liberté des peuples et des nations, que la France combatte le deux poids deux mesures en matière de politique internationale, que la France renoue avec sa tradition d'État qui assure la justice sociale entre les Français, que la France reprenne, par exemple, tout ce qui a été démoli du droit du travail et le remette en place, que la France restaure les services publics à la française. À ce moment-là, la France, vous le verrez, d'un seul coup, beaucoup de Français, des Français depuis 30 ou 40 générations comme moi, comme des Français depuis une génération ou depuis 0 génération, vous verrez que beaucoup de Français se reconnaîtront dans ce projet d'un État-nation rajeuni pour le XXIe siècle, un État-nation qui coopère avec l'ensemble des pays du monde et qui est fier de lui-même et fier de son identité nationale. Voilà. Or ça, ce discours-là, ce discours rassembleur, raisonnable, ce discours œcuménique, irénique, si l'on peut, certains diront peut-être, ce discours de paix est le seul qu'un homme d'État doit tenir dans la France d'aujourd'hui. La France d'aujourd'hui et de demain passe par la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Elle ne passe pas par une stigmatisation de telle ou telle partie de la population avec des gens qui passent leur temps à jeter de l'huile sur le feu. Ce sont des criminels en puissance.